Bonjour Karine, bonjour François qui viennent de nous rejoindre. Alors, juste un petit détail de logistique avant qu'on débute officiellement. Mon style de présentation n'est pas comme vous êtes habitué de voir PowerPoint. Alors, il n'y aura pas tout le temps de ce qu'on appelle le partage d'écran. Alors, je vous invite en haut de votre carré Zoom, vous avez le choix entre le mode galerie et le mode intervenant. Si vous êtes en anglais, c'est Speaker View ou Gallery. Quand je vais être en mode présentation puis que je vais vous partager les 6 habitudes de l'investisseur prospère, je vous encourage à, si vous voulez voir tout l'écran au complet, de cliquer sur mode intervenant ou speaker view, tout dépendant si vous êtes en anglais ou en français. Et lorsqu'on fera plus des commentaires, discussions de groupe et ainsi de suite, à ce moment-là, vous pourrez vous remettre en mode galerie. Alors, officiellement, ben, merci d'être là ce matin. Bienvenue à tous. Je vais débuter par vous raconter un peu mon histoire en lien avec l'immobilier, si on veut. L'immobilier est entré dans ma vie par la porte d'en arrière, moi, il y a environ 3 ans et quelques, lorsque une connaissance commune me présentait à un gros investisseur immobilier à Montréal, dans la région de Montréal, qui avait besoin de mes services de coach. Une de mes spécialités, un de mes champs d'expertise comme coach, ben, c'est la parole en public, c'est-à-dire tout ce qui est communication, l'art de présenter, faire des webinaires, des formations et ainsi de suite. J'ai commencé à travailler avec cette personne-là. D'ailleurs, 3 ans et quelques plus tard, je travaille toujours avec cet investisseur-là. Et ce qui m'a amené à connaître ben, d'autres investisseurs. Et c'est là qu'en mai 2019, j'ai rencontré celui qui nous unit tous ici ce matin, dans le fond, là, qui est, comment dire, le fondateur du groupe Carrefour Immobilier, Jacques, avec qui j'ai commencé à travailler au printemps 2019. Alors, tout ça, mis ensemble, a fait en sorte que j'ai commencé à m'impliquer beaucoup plus dans des formations, différents types de formations avec Jacques et même son partenaire de l'époque. Et on s'est aperçu que beaucoup de gens vont aller à différents programmes de formation, puis en tout respect, il y en a de très bons, pas juste à Carrefour Immobilier, dans d'autres écoles, dans d'autres organisations, dans d'autres groupes, il y a de très bonnes formations. On n'a pas besoin de les nommer, vous les connaissez. J'ai commencé à me promener, moi aussi, dans tous ces groupes-là, avant COVID, là, dans le temps qu'on pouvait aller là, dans des réseautages, puis dans différents événements, et ainsi de suite. Je voyais le même monde. Je voyais le même monde qui se promenait d'une formation à l'autre. Puis je les voyais là, avec le gros cartable, puis leur carnet de notes, là, prendre des notes, prendre des notes, prendre des notes. Et on s'est aperçu que 80% de ces gens-là, et peut-être même plus, ne passent pas à l'action. Parce que, de toute façon, l'être humain ne change pas de comportement juste sur de l'information. Quand on parle de changement de comportement, vous allez m'entendre le répéter souvent aujourd'hui, pour obtenir quelque chose que tu n'as pas encore, exemple, ta liberté financière, si tu ne l'as pas encore, ben, tu dois faire des choses que tu n'as pas faites encore. Et c'est pour ça que ça exige, ça demande ce qu'on appelle un changement de comportement. Tu dois faire de nouvelles actions que tu n'as pas faites encore. Et juste sur de l'information, ce n'est pas suffisant. Oui, l'information est bonne. Et toutes les formations que vous avez suivies jusqu'à date, je ne suis pas en train de vous dire que c'était inutile. Vous avez bien fait. L'information est importante, mais il manque un petit quelque chose. Et le petit quelque chose qui manque, on s'est aperçu qu'il y avait certaines habitudes, certaines façons de penser qui manquaient à beaucoup d'investisseurs immobiliers parce que la plupart ne passent pas à l'action ou la plupart vont manquer de certaines de clarté, de focus, de vision. Puis c'est ça qui fait que ça avance peut-être pas à la vitesse que tu aimerais que ça avance. Alors, l'autre chose qu'on s'est aperçu, que non seulement l'immobilier, ça se passe entre les deux oreilles, souvent, l'entrepreneuriat, c'est la même chose d'ailleurs, c'est qu'avant de conquérir un empire externe, quand on parle d'empire externe, ben, on va parler de, exemple, dans votre cas, la liberté financière pour plusieurs, ou l'indépendance financière, c'est selon. Ben, avant de pouvoir conquérir un empire externe, tu dois être capable d'abord et avant tout de conquérir ce qu'on appelle ton empire interne. Et c'est pas mal ça qu'on va voir ce matin. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez voir, c'est pas sorcier, mais souvent, on n'en est pas conscient.
Juste avant, on va faire un petit tour de ce qu'on pourrait appeler, comme dans le temps, un tour de table. Et en 30-45 secondes, je vais vous inviter à vous présenter et nous dévoiler, au moment où on se parle, là, quel est votre plus grand défi en termes d'investissement immobilier, puis l'habileté ou le défi ou l'attribut que vous aimeriez aller chercher pour passer au prochain niveau. Et je vais commencer par Ramdam. Bonjour tout le monde. Merci Raymond pour cette belle introduction. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, on t'entend bien. Oui. Alors, pour moi, le plus grand défi, définitivement, si je le peux le formuler en une phrase, c'est de me faire voir. Oh, good. J'aime ça. Je me sens plus à l'aise derrière les coulisses que sur scène. Super, merci. De rien. Et dis-moi, Ramdam, tu fais de l'investissement immobilier depuis combien de temps? Ben, je l'ai fait à une certaine époque et j'ai arrêté depuis quelques années. Actuellement, j'ai revendu tout ce que j'avais. Il me manque. J'ai juste actuellement ma résidence principale. Super. Mais j'ai déjà acquis des immeubles que j'ai revendus. Parfait. Merci, Ramdam. On est rendu à Michel maintenant. Bonjour tout le monde. Ça va bien? Est-ce que vous m'entendez? Oui? Oui, on t'entend bien. Oui. Ça fait facilement 25-30 ans. J'ai eu des immeubles à revenus. J'ai fait beaucoup de flips depuis 10-15 ans. Je fais de la vente de PA, promesse d'achat. Après ça, le plus grand défi, je dirais, de ce temps-ci, là, comme avec Jacques, c'est plutôt de me faire voir comme random. Ah, OK, c'est bon. J'aime ça. Merci, Michel. Wolf. Yes, désolé, je cherchais le mute. Oui, oui, c'est ça. Ben, moi, ça fait 2010 mon premier investissement immobilier, puis j'ai fait plusieurs sortes d'investissements aussi. Et puis, mon plus grand défi, ben, c'est closer, moi. Ouais, c'est ça, closer, conclure la vente, donner la bonne solution, puis une approche pour amener le client. Fait que, Super. Merci, Wolf. Frédéric. Oui, bonjour. Moi, ça fait peut-être une quinzaine d'années que je suis en immobilier, triplex, chalet, etc. Mon plus gros défi à moi, c'est plus le temps, conciliation, travail, je travaille à temps plein. La famille et l'investissement, mais ça prend beaucoup de... Il y a beaucoup de sphères qui prennent beaucoup de temps. C'est ça. Effectivement. Bon point, Frédéric. On est rendu à André. Bonjour tout le monde. Moi, j'ai fait une carrière dans la fonction publique j'ai fait 25 ans à peu près, et ça fait 30 ans que je fais de l'immobilier, donc j'avais commencé en même temps que j'étais dans la fonction publique. Et je performe assez bien, mais mon plus grand défi, c'est d'intégrer l'ensemble de mes connaissances pour faire en sorte que j'ai vraiment l'effet de levier que je cherche au niveau de la rentabilité. C'est ce qui me reste à faire. Super. C'est bon. Merci, André. Gilbert. Moi, ça fait 10 ans que je fais de l'immobilier. J'en ai fait essentiellement avec mon argent et j'ai été investisseur passif dans certains projets. Et là, je suis rendu à une étape où je dois commencer à aller chercher du financement. C'est un type d'immobilier que je n'ai jamais fait. Des gens venaient me chercher pour le financer, mais là, c'est à moi d'aller chercher le financement. Et puis, je veux surtout générer du cash flow parce que j'ai besoin de cash flow. Je n'ai pas d'emploi, j'ai arrêté ça. Okay. Et il faut que j'aille chercher des liquidités. Il me reste des réserves. Je peux continuer, mais je ne peux pas juste bêtement toujours vendre, puis me retrouver à la dernière minute. Donc, Carrefour Immobilier, ben, pour moi, ça va être une chance de générer de l'argent. Et je suis toujours dans le but, c'est d'acheter des multi-logements. Moi, c'est ça mon but ultime. Seul ou en groupe, on verra.
Parce que plus le temps avance, ben, plus le travail d'équipe devient pratiquement l'unique façon de faire. Effectivement, on va en parler tantôt même. Merci, Ouais. Gilbert. Marion, maintenant. Bonjour tout le monde. Alors moi, mon plus gros défi en ce moment, en fait, comme je développe mon business à moi aussi en accompagnement pour des investisseurs français en France et pour les accompagner à investir sur le marché canadien, je pense que pour moi, le défi, c'est plutôt d'avoir, en tant qu'auto-entrepreneuse, assez de structure personnelle, en fait, dans ma vie personnelle, arriver à concilier tous les aspects de ma vie en ce moment et vraiment définir toute mon offre, etc. Donc, c'est un travail marketing à faire pour le développement de mon business. Mais je résumerais ça en termes de structure. Super. Merci, Marion. Là, on a quelqu'un, une dame que je n'ai pas son nom. Le nom n'affiche pas à l'écran. Peut-être, Raphaël, tu la connais. Une dame, alors je vais te dire les dames qui est ici. Ben, je vois Lucie, je vois France, Lucie, j'ai je Karine, vois Lourdes. j'ai Lourdes, j'ai Marion, je n'ai pas oublié. J'ai Christelle. Alors dis-moi celle que je ne t'ai pas nommée. Ben, non, un autre. Alors France, Lucie, Karine, Marion, Christelle. Ah, ben ça doit être Lourdes. Karine d'abord. Parce que Ah, je ne vois Karine. pas son nom, moi. Je ne sais pas pourquoi. Ah, ben, je ne sais pas. Ah, voilà, là, ça apparaît. Et oui, c'est à toi, Karine. Ah, pourtant, j'ai mon nom, moi, je le vois. Ah, là, il vient d'apparaître. Ah, OK. Ben, je m'appelle Karine. Moi, je dirais mon principal défi, c'est que c'est tout nouveau pour moi, l'investissement immobilier. Donc, j'ai vraiment l'impression que je manque de connaissances pour oser passer à l'action. Oui. Donc, je pense que c'est un défi temporaire qui va se régler avec les formations que je suis en train de suivre. Puis aussi, peut-être un deuxième défi que je peux entrevoir, c'est la difficulté peut-être à se démarquer dans un flow où est-ce qu'il y a vraiment beaucoup et de plus en plus de compétition. Donc, je pense que c'est ça qui va être mon défi, à réussir à se démarquer. Effectivement. Et tu es à bonne place, Karine. Good. On est rendu à Gilles maintenant. Ah oui, salut. Bon, moi, je suis un gars qui a baigné pas mal dans le domaine de la publicité là, pendant près de 25 ans. Puis, j'ai toujours été propriétaire, unifamilial, duplex, chalet locatif aussi, condo, tout ça. J'ai fait le tour un peu, mais je n'ai pas eu de multiplex, entre autres. Puis, je dirais que j'ai toujours eu pas mal de l'intérêt pour l'immobilier. Puis, il y a peut-être 3-4 ans, j'ai commencé à flâner, à fouiner un petit peu ici et là dans des formations qui étaient offertes là, ici et là, tout ça. Donc, j'ai commencé à m'inscrire à des formations. Puis, finalement, pour en 2019, former une équipe, finalement, pour tenter le flip immobilier. Puis, malheureusement, ben, on n'a pas réussi à mettre la main sur une propriété. Donc, ce qui a fait en sorte que, bon, j'ai remis ça en question un petit peu, tout ça. Puis, en 2020, j'ai ralenti un peu. Donc, moi, je voulais plutôt expérimenter le flip là, suite à ces différentes formations-là. Puis, je dirais que le défi, dans le fond, c'est vraiment d'arriver à mettre la main là, sur une propriété, hein, dans le fond. Puis aussi, arriver à focusser. Donc, ça, c'est un peu la difficulté que j'ai parfois, là, de vraiment me fixer un objectif précis puis dire, OK, je m'enligne puis je focus dans cette direction-là. C'est bon. Donc, je dirais que c'est peut-être un peu ça. Merci, Gilles. Lucie. Hey, oui, bonjour. Donc, moi, je dirais, j'ai plein d'affaires, là. Moi aussi, je dirais le focus, là. D'ailleurs, juste répondre à la question, je vais dire, OK, par où je commence? En gros, je dirais le temps quand même, parce que je travaille à temps plein. Je me suis formée l'année passée. J'ai acheté un chalet locatif. J'étais déjà propriétaire. Je veux faire du multi, mais je vais avoir besoin aussi de cash flow parce que je vais me rester à faire ça à temps plein et laisser mon emploi. Donc, défi le temps, encore acquérir des connaissances, c'est ça, mais aussi trouver des propriétés aussi, puis c'est ça. Super.
Merci, Lucie. On est à Martin maintenant. Ben, moi, je fais de l'immobilier depuis déjà plusieurs années. J'ai un manque de temps, un peu comme tout le monde, hein. On est tous occupés, on a une passion. Et mon plus grand défi, c'est de me trouver des partenaires parce que j'ai des beaux projets, ils sont gros, mais ça me prend des partenaires passifs avec prêts à investir de l'argent. Parfait, j'aime ça. Merci, Martin. Marco. Oui. Bon, moi, en fait, j'ai pas vraiment. En fait, moi, c'est un peu. Je commence un peu dans l'investissement immobilier. J'ai quand même une certaine connaissance de l'immobilier. Donc, en étant courtier, j'ai déjà été notaire dans le passé. Donc, évidemment, il y a des choses il y a une base, en fait, de connaissances. Mais c'est plus au niveau de l'exécution. Puis je pense aussi c'est au niveau de croire en soi, puis de croire en ses capacités pour passer à un autre niveau. Le défi aussi, c'est peut-être aussi au niveau de lever des capitaux. Et puis, il y avait aussi, j'avais un défi, que là, ça se replace au niveau du crédit. Mm-hmm. Mais on a toujours eu évidemment, on côtoie du monde dans le milieu. Moi, en fait, ceux que je côtoie, c'est un peu des vieux de la vieille. Donc, avec des idées un peu fermées, là, un peu de façon de faire de l'immobilier, comme dans le temps, tu achètes, tu gardes, puis tu achètes, tu as besoin de l'argent, tu as besoin d'un bon crédit. Donc, j'ai été un peu moulé un peu dans ce mode-là pendant plusieurs années. Donc, un défi, c'est changer la façon de voir les choses. Puis, c'est aussi de passer donc, à un autre niveau. Super. Merci, Marco. On est rendu à France. Bonjour tout le monde. Alors, mon expérience se résume, j'ai une bonne expérience en marketing, en vente, logistique, gestion contractuelle, construction. Donc, ça se rapproche un peu toujours de l'immobilier, mais je suis quand même nouvelle, là, ayant suivi la formation récemment de Jacques. Alors, mon défi se rapproche, je dirais, de celui de Karine, qui est de me démarquer là, des autres prêteurs privés. J'ai surfé sur le web, j'ai vu plein de sites web et plein de gens qui offrent leurs services. Là. Alors, ça serait de voir de quelle façon, là, en 2021, on peut se démarquer de tous ces gens-là. Et justement, comment se faire voir puis se faire connaître là, autre que par un site web là, conventionnel. Donc, trouver des idées créatives. Là, on a vu de quelques façons de le faire, donc c'est de le mettre en application. Ouais. Merci, France. On est rendu à Lourdes. Oui, bonjour. Mon expérience immobilière, c'est pas extrême. J'ai commencé à faire des formations comme tout le monde en 2018 parce que j'avais un intérêt toujours par l'immobilier, mais j'ai jamais comme développé plus que peut-être une propriété que j'ai fait plein d'affaires, j'échange par Airbnb, après ça, location régulière, etc., etc. Mais j'ai pas passé comme à un autre niveau. Okay. Et mon défi, c'était parce que mon défi, je pense que les principaux défis sont les focus que j'ai commencé à avoir plus. En fait, à me rendre compte que je n'avais pas les focus, ça a été un gros changement pour moi. Et le fait de trouver mon why avec toi, ça m'a aidé aussi à comprendre plein de choses. Mais moi, je pense que mon défi, ce n'est pas l'immobilier, c'est plutôt du côté personnel. C'est je change mes habitudes, mais des fois, c'est difficile. Ça, c'est un des plus gros défis. Ou des fois, c'est parce que je veux le faire d'une certaine façon et je n'accepte pas qu'il peut être fait d'une autre façon. Mm-hmm. Ça, c'est un peu ça mon défi. Et ça les focus. Et j'avais noté aussi, copier un peu les affaires de tout le monde, c'était que oui, effectivement, mon défi cette année, ça serait de se faire connaître avec un site web ou Facebook ou se démarquer pour attirer des clients ou des partenaires ou pour engager des choses plus grandes. Ça serait mon défi. Ouais. Merci, Lourdes. Est-ce que Christelle est là?
Oui, allô, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on ne te voit pas, mais on t'entend. Oui, désolée pour la vidéo, je suis avec les enfants en ce moment. Donc, moi, je viens juste de découvrir le Carrefour immobilier et j'ai investi dans des immeubles à revenus. Là, présentement, j'accompagne aussi d'autres investisseurs qui veulent faire comme moi. Et moi, mon défi, c'est de définir une offre de service qui englobe tout ça et de pouvoir accompagner de façon efficace le monde. Et surtout, en amont, de bâtir une stratégie efficace pour faire le plus de choses en peu de temps et concilier ma vie familiale avec le travail parce que j'ai beaucoup d'enfants, donc parfois c'est un enjeu. Super. Merci, Christelle. Est-ce que Carl est là? Oui, bonjour. Oui. Vous m'entendez? Oui, on ne te voit pas, mais on t'entend. Oui, parfait. Dans le fond, moi, ça fait une dizaine d'années que je fais l'immobilier. Et c'est ça, je me suis lancé en multilogement, ça fait peut-être 3 ans. Et maintenant, c'est ça, mon plus gros défi, ça serait de, premièrement, monter une équipe de partenaires avec qui on pourrait acquérir plusieurs propriétés, plusieurs multilogements, et aussi de dénicher un bon deal. Surtout, je n'ai pas encore fait de flip. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Et surtout, c'est ça, dans le fond, dénicher un bon deal ou plusieurs deals pour faire des flips. Ouais. Merci, Ça Carl. serait ça. De rien. On a Guimond maintenant. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, j'ai commencé à faire de l'immobilier malgré moi-même il y a une dizaine d'années lorsque j'ai déménagé du condo dans lequel j'habitais. Puis maintenant, étant donné que j'avais payé les 10 ans et puis mon hypothèque était à refaire, alors je cherchais une façon de prendre cet argent-là pour l'investir en immobilier. Et puis c'est là que j'ai vu les défis que ça comportait, là, les duplex à 750 000 avec des loyers de 600 $. Et puis là, je voyais que si je voulais acheter un duplex, là, il fallait que je mette le monde à la porte, puis là, tripler le prix des loyers. En tout cas, dans le coin de Montréal, je trouvais ça un peu je trouvais ça bizarre là, comme processus. Là. Fait que c'est là que je me suis intéressé à Carrefour Immobilier pour faire du prêt privé. Puis moi, mon défi pour l'instant, ce serait de faire un deal de prêt immobilier là, du début jusqu'à la fin, pour voir le processus, le comprendre. Quand on parle là, de toutes sortes de choses, parler aux gens, avoir un deal, aller chez le notaire, c'est toute une partie que je ne suis pas allé encore. Là, fait que moi, ça serait vraiment de conclure un deal du début jusqu'à la fin. C'est ça mon défi. Super. Merci, Guimond. Est-ce qu'on a fait le tour? Je pense qu'on a... C'est-tu Vincent qui vient d'arriver? Oui, bonjour. J'avais de la misère à me connecter, mon micro. En tout cas, je n'étais pas capable d'allumer ça. Bon matin à tous. Moi, c'est ça, je suis dans l'immobilier depuis 95. Et puis, j'ai touché un peu à tous les flips. Je suis un menuisier de profession. J'ai fait du multi, puis j'ai comme abandonné un peu parce que je n'avais quelques-uns, mais j'ai gardé comme des duplex. Mais là, c'est ça, je veux me relancer comme plus efficacement, si je veux. Puis mon défaut à moi, c'est je fais un peu de procrastination. C'est ça. Je suis coupable de ça. Tu ne dois pas être tout seul, Vincent. Ah, j'imagine. J'avais gardé Raphaël pour la fin, juste avant que Raphaël se présente. Raphaël, moi, j'ai un écran noir devant moi, une personne que je n'ai pas le nom, je ne sais pas c'est qui. Est-ce que toi, tu le vois? Ça doit être François Denomé. OK. Est-ce que François est là? François, est-ce que tu nous entends? Oui, je suis là. Je suis là. Je m'excuse, attendez. Ah merde, encore la caméra. Bon, les objectifs, ils ont été pas mal ralentis par différents problèmes de santé depuis fin 2018. Il y a eu quelques séjours à l'hôpital qui se sont exprimés en moi. Un infarctus l'année passée où je suis encore en remise en forme. Ce qui fait que mes objectifs actuels sont plus dans une situation où j'ai du cash flow.
et pas nécessairement à bâtir là, du très long terme. Fait que je suis courtier immobilier, fait que je fais de la transaction qui ne sont pas nécessairement rapides là, parce qu'on tombe en offres multiples. Et c'est une des raisons pourquoi j'ai suivi le programme avec Jacques et Marco, là, le programme américain là, d'investissement. OK. Je vais probablement plus mettre mes énergies là-dessus, mais avec cette, disons, cette frénésie-là à travailler des fois comme une poule pas de tête pour essayer de satisfaire toutes les demandes de tout le monde, ben, effectivement, le focus n'est pas persistant, appelons ça comme ça. Là. Que je peux être une couple de jours là, à ne pas regarder mes affaires perso là, pour d'autres motifs. Là. J'aime ça. Merci, François. Raphaël, le dernier et non le moindre. Oui, merci Raymond. En fait, moi, je pense que tous les défis ont été nommés. Je pense que je suis passé par toutes les phases, et j'en ai encore d'ailleurs aujourd'hui. Mais je suis passé par le fait où j'avais besoin de me former, où j'avais besoin d'apprendre, et vas-y, forme-toi sur le multi, forme-toi sur le flip, forme-toi sur le chalet. Et j'avais peut-être, comme je l'ai entendu, un problème de focus au départ, un problème de pourquoi, chose qui est maintenant réglée, parce qu'on travaille ensemble depuis maintenant un certain temps. Et je dirais que maintenant, le principal défi qui est un nouveau défi, c'est la gestion des priorités. J'aime ça. Alors, merci Raphaël et merci à tous. Puis j'ai pris des notes. En fait, je n'ai pas eu besoin de prendre beaucoup de notes sur tous les défis que vous avez partagés parce que la plupart des notes que j'ai prises rentrent sur un petit post-it parce que se faire voir, se démarquer, le focus, puis trouver du temps est revenu plusieurs fois sur les 21 participants qui sont ici ce matin. Et c'est ce qu'on va parler justement ce matin. Vous allez voir, vous allez être bien servis. Si on regarde le menu dans le fond, les 6 habitudes d'un investisseur prospère pourraient aussi s'intituler les 6 habitudes d'un être humain prospère ou d'un entrepreneur ou une entrepreneur prospère. Vous allez voir, ça revient au même parce que dans le fond, on va travailler sur l'être humain parce que si vous voulez vous démarquer, ben, c'est l'être humain qu'il faut mettre en valeur. Si vous voulez aller chercher des partenaires, ben, c'est l'être humain qu'il faut mettre en valeur. Si vous voulez lever des capitaux, ben, c'est l'être humain qu'il faut mettre en valeur. Si vous voulez être plus productif, puis vous trouver plus de temps, puis mieux gérer vos priorités, ben, c'est l'être humain qu'il faut mettre en valeur. Et c'est ça qu'on va voir ce matin. La formation en tant que telle, je l'ai donnée dans le passé avec Jacques et elle durait environ 1 heure. Ce qu'on a voulu faire ce matin, c'est prendre la même formation et l'étirer en 90. Gros max midi, on va avoir terminé parce qu'au lieu d'être une genre formation webinaire où il y a juste moi qui va parler, bien, comme on l'a fait dans les premiers 15 minutes, vous avez eu la chance de vous présenter et de partager vos défis et vous allez avoir la chance aussi d'aller dans des salles pour travailler avec des collègues, avec des partenaires pour approfondir certains concepts au niveau des habitudes. Alors, allons-y avec la première habitude. Ça tombe bien. Dans le fond, il y a un fil conducteur avec tous les gens qui se sont présentés ce matin. On parle de clarté. C'est vraiment la base, que tu sois entrepreneur ou que tu sois investisseur immobilier ou que tu veuilles être investisseur immobilier et ou passer à un prochain niveau. Très souvent, on se retrouve comme ça. On se retrouve à flip, chalet, prêt privé, multilogement, achat, puis là, on dit OK, c'est où je vais aller, puis là, on se met à aller partout, puis on se met à faire toutes les formations. Puis là, je vais me répéter, c'est pas mal en soi de faire des formations, sauf qu'au départ, avant d'aller dans ces formations-là, la base serait de savoir qu'est-ce que vous voulez. Et c'est pour ça que ça se peut que vous ayez besoin de consulter un coach ou un consultant ou un mentor, c'est possible. La base, toutefois, le dénominateur commun, c'est que vous devez savoir où vous voulez aller. Puis ce qui va vous rapprocher le plus possible de votre prospérité puis de votre objectif, c'est justement la clarté des objectifs. Souvent, avec les clients, ce qu'on va faire, on va travailler le plan à long terme. Parce que c'est bien là, de se fixer des objectifs à court terme. C'est bien de se dire, pendant les prochains 3 mois, je veux faire ça. C'est parfait. Ou en 2021, je veux faire ça. C'est parfait. Puis vous l'avez sûrement déjà fait.
Je sais que beaucoup d'entre vous, si vous êtes ici ce matin, c'est parce que vous avez ce désir-là de grandir, de croître, puis vous êtes probablement à différents niveaux dans ce qu'on appelle le développement personnel. Alors, je suis convaincu, je pourrais gager un petit 2, là, que dans les 21 participants ici ce matin, lorsque l'année 2020 a commencé, là, dans le temps des fêtes 2019, là, puis là, 2020 s'apprêtait à commencer, là, vous vous êtes fixé des objectifs pour 2020. Puis là, au mois de mars, c'est arrivé COVID. Puis là, vous avez dit, mes objectifs, ça ne marche plus. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas fait un plan plus à long terme. Quand tu as un plan de 20 ans, tu n'as plus besoin de plan B. Parce que tu peux focusser juste sur ton plan à long terme, ce que moi, j'appelle personnellement ma mission divine. Et à ce moment-là, là, après ça, tu peux faire ce qu'on appelle en anglais du reverse engineering, c'est-à-dire à partir de ton plan de 20 ans, là, déterminer les activités que tu dois faire au jour le jour, semaine après semaine, mois après mois, pour être en lien avec ce plan de 20 ans-là. Et c'est là que tu n'as plus besoin de plan B. Oui, tu vas réajuster. Oui, tu vas recalculer. Comme un GPS, lorsqu'il y a une rue de barrée, le GPS, il dit « recalcule ». Ça va arriver, la vie est faite comme ça. Sauf que tu vas avoir beaucoup plus de focus, beaucoup plus de clarté. Puis quand tu fais ça, l'investisseur prospère a cette habitude-là de tester son futur. Un peu comme tu veux acheter un nouveau modèle de véhicule pour la première fois, bien, tu veux l'essayer. Mais fais la même chose avec ton futur. Essaye-le, teste-le, juste pour voir si tu te sens bien là-dedans. Il y a beaucoup de gens qui, je suis sûr, là, puis j'en entendais parler dans des réseautages puis différentes conversations, qui souhaitaient, qui rêvaient de travailler de la maison. Quand est arrivé le confinement, c'est pas sûr que c'est tout le monde qui avait du fun vraiment, dans le sens qu'avec ton conjoint ou ta conjointe, es-tu bien 24 heures par jour? Parce que si tu veux te libérer financièrement, c'est peut-être parce que tu veux quitter ton emploi. Si tu veux quitter ton emploi, tu vas te retrouver à la maison 24 heures par jour ou presque. Es-tu bien à la maison? Ça, c'est un. Fait que tester son futur, c'est ça. Puis la clarté, ça commence par savoir où on veut aller à long terme, puis tester, voir si on va être bien dans cette situation-là. L'autre chose, bien, il y a quelques personnes qui en ont parlé en se présentant, en particulier, il y a Raphaël Lourdes en a parlé, c'est déterminer pourquoi. Il n'y a pas juste pourquoi je veux faire de l'investissement immobilier, parce qu'on le sait, c'est parce que vous voulez faire plus d'argent, puis c'est correct, là. Moi, le premier, là, on est pareil. Mais il y a plus que ça. Posez-vous la question, puis ça, c'est un exercice qui prend quelques heures, puis on ne le fera pas ce matin, là, mais pourquoi tu te lèves le matin, puis en quoi ça fait une différence dans nos vies? Puis là, ben, tu pourrais te dire, ben, en quoi ça fait une différence dans la vie des autres? Je m'en fous, moi. Moi, je veux juste me libérer financièrement. OK, c'est correct. Sauf qu'il y en a plusieurs. La grande majorité de vous ce matin, qui, lorsque vous vous êtes présentés, vous avez dit que vous voulez vous faire voir, que vous voulez vous démarquer, puis que vous voulez être capable de lever des capitaux ou de trouver des bons partenaires. Bien, pour ça, il faut que vous ayez ce désir-là de faire une différence dans la vie des autres. Parce que si vous êtes comme tout le monde, puis tout ce que vous voulez, c'est faire de l'argent, vous n'allez pas vous démarquer, je suis désolé. Si vous voulez vous démarquer, la personne qui se démarque, c'est la personne qui est là pour les bonnes raisons. C'est la personne qui a identifié son pourquoi, ses valeurs, puis qui a une vision à long terme. Ça, ce que ça fait, c'est que ça attire les gens. Jacques vous a souvent parlé, parce qu'on en parle ensemble, lui et moi, de la chasse puis de la pêche. C'est correct chasser, là. C'est correct aller sur différents sites, mon prospecteur JLR ou n'importe quel autre, là, ou le registre foncier, puis être à la chasse, c'est correct. Sauf que c'est beaucoup plus facile, puis ça demande bien moins d'énergie, puis vous allez vous démarquer, vous faire voir, sortir du lot beaucoup plus facilement quand vous allez être beaucoup plus pêcheur. C'est ça la pêche, c'est de déterminer avec clarté qui je suis comme investisseur, comme entrepreneur, comme être humain, qu'est-ce qui me fait vibrer, c'est quoi mes valeurs, c'est où je veux aller, puis là, vous allez attirer les bonnes personnes. En attirant les bonnes personnes, vous allez faire des bons partenariats. En faisant de bons partenariats, vous allez lever les capitaux, c'est ce que certains d'entre vous veulent faire, et vous allez vous démarquer. Puis ce que ça fait, un pourquoi qui est clair, puis qui est bien identifié, puis bien verbalisé,
ça développe la confiance. Parce qu'un pourquoi là, qui est clair, ce n'est pas directement un outil pour vous faire de l'argent. Je m'explique, pas directement. Toutefois, ça ouvre des conversations parce qu'on a le goût de vous jaser quand votre pourquoi est clair. On a le goût d'en savoir plus sur vous. Vous vouliez vous démarquer, là, mais c'est ça qui arrive. Et là, vous gagnez la confiance. Puis quand on gagne la confiance, après ça, il y a des gens qui vont passer à l'action sur nos messages, c'est-à-dire le type d'investissement immobilier que vous voulez faire, bien, ça va être beaucoup plus facile à ce moment-là parce que vous allez avoir moins de compétition. Parce que votre compétition, présentement, là, tout ce qu'elle veut, c'est faire de l'argent. Puis c'est correct. Je l'ai dit, puis je vais le répéter, moi, le premier, je veux en faire. Sauf que ce n'est pas ce qui vient comme priorité numéro 1. En fait, ma priorité numéro 1, à moi personnellement, c'est d'aider les gens qui veulent aider les gens. Mon pourquoi, c'est de faire une différence avec les gens qui veulent faire une différence. Et depuis que mon focus est là-dessus, je fais plus d'argent. Vous voulez faire plus d'argent, commencez à travailler sur l'habitude numéro 1, qui est la clarté. Et ça, ce que ça va faire, c'est que ça va vous assurer de poser l'échelle sur le bon mur. Parce que beaucoup de gens ont eu du succès en investissement immobilier ou en entrepreneuriat ou dans ce qu'on appelle l'échelle corporative pour s'apercevoir qu'après avoir grimpé les échelons, ben, l'échelle n'était pas sur le bon mur. Et là, ils devaient redescendre de l'échelle pour monter à une autre échelle. Et c'est ça que ça fait la clarté. Alors, cette première habitude-là vous assure aussi de ce qu'on appelle votre arc de tir. Un vieux principe militaire. J'ai un ami qui est un général à la retraite dans l'armée canadienne, rendu 70 ans passés maintenant, et il m'expliquait qu'il y a un principe militaire partout dans le monde, dans toutes les armées, qu'on appelle l'arc de tir. C'est qu'au combat, dans une situation de combat, on va te placer avec ta carabine à un endroit, et là, on va te dire, entre le point A là et le point B, entre les deux, si tu vois quelque chose d'inhabituel, tu peux tirer. Tu as permission, tu n'as même pas besoin de me demander la permission. Sauf que si tu vois quelque chose à l'extérieur de ces deux points-là, peu importe c'est quoi, tu ne touches pas. Parce que ça se peut que ça soit nous, ça se peut que ça soit un ami qui soit là, ou ça se peut que ça soit qu'on s'en occupe de toute façon, ce n'est pas ton mandat. Bien, ton arc de tir là, va être déterminé par ton pourquoi, par ton plan de 20 ans, par ton focus, tes valeurs, puis vraiment, quand tu vas avoir déterminé où tu veux aller, c'est ça que ça fait ton arc de tir, c'est que tu vas te retrouver à bien moins perdre ton temps, tu vas te retrouver à bien moins, accepter des choses que tu n'aurais peut-être pas dû accepter, tu vas trouver les bons partenaires qui veulent travailler avec toi et ça va être beaucoup plus facile. Dans le fond, si on résume cette première habitude-là, c'est qu'un why qui est fort va t'aider à trouver le courage aussi, puis on va en parler tantôt. Parce que ce n'est pas toujours facile, que ce soit l'entrepreneuriat ou l'investissement immobilier. Il arrive toutes sortes de choses qu'on n'avait peut-être pas prévues. Il arrive des COVID, il arrive des partenaires qui nous font faux bond, il arrive des clients qui nous abandonnent. Il y a toutes sortes L'entrepreneuriat, là, ce n'est pas linéaire. Ce n'est pas un fleuve tranquille. Mais c'est ça, c'est qu'un why fort va t'aider à trouver le courage. Sinon, bien, ce que tu vas faire, c'est que tu vas trouver des excuses. Alors, c'est votre choix. Ce qui nous amène à la deuxième habitude, qui est le courage. Parce que, on s'entend, ce n'est pas toujours facile, l'entrepreneuriat, les affaires, l'investissement immobilier, ça ne se passe pas tout le temps comme on veut. Et comme je disais tantôt, si tu veux obtenir quelque chose que tu n'as pas encore, bien, il faut que tu fasses quelque chose que tu n'as pas fait encore. Et c'est là que ça demande peut-être du courage. C'est là que beaucoup de gens, ça peut être la raison pourquoi ils ne passent pas à l'action. C'est drôle, hein? Dans les 21 personnes qui se sont présentées ce matin, là, oui, on a touché à l'argent un peu, là, mais pas beaucoup. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ce n'était pas le financement, les fonds, l'argent n'était pas le défi numéro 1. Parce que quand tu as le courage, quand tu as la vision, quand tu as la clarté, tu vas trouver des façons de trouver le financement, de trouver l'argent. Il y a même
quand on parle de courage, on peut le démystifier un peu. Le courage est une très belle valeur qu'on a de besoin comme être humain, comme entrepreneur, comme investisseur. Toutefois, cette valeur-là, aussi noble soit-elle, est surévaluée. Si je vous disais qu'avec seulement 3 minutes de courage par jour, tu peux drastiquement changer ta vie et passer au prochain niveau. Parce que combien de courage tu as besoin pour téléphoner si, mettons, tu es en affaires ou tu es en entreprise? Combien de courage tu as besoin pour prendre le téléphone et répondre à une plainte d'un client ou téléphoner ou entrer dans le bureau de ton patron pour lui dire « Boss, je démissionne ». Combien de courage tu as besoin? 30 secondes, 1 minute? Combien de courage tu as besoin pour prendre le téléphone et appeler un prospect, appeler un client? 30 secondes, 1 minute? Le courage, dans le fond, on n'en a pas besoin tant que ça et c'est utopique de penser que tu as besoin ou que tu peux avoir du courage 24 heures par jour, puis tu n'en as pas de besoin. D'ailleurs, il y a des études qui ont été faites avec des gens qui sautaient en parachute. Ils ont monitoré les battements cardiaques de gens qui s'apprêtaient à sauter en parachute et vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'à mesure que le moment de sauter en bas de l'avion s'en venait, bien, les battements cardiaques allaient en montant, ce qui est normal. Jusqu'au moment où la personne sautait en bas de l'avion, les battements cardiaques revenaient à la normale après le saut. Si on fait l'analogie avec le parachute, dans le fond, s'il y a un geste qui vous, selon vous, votre perception vous demande du courage, bien, dites-vous que vous avez juste à faire le saut. Et c'est là qu'un coup que vous allez avoir fait le geste, l'appel, cogner à la porte ou peu importe l'action que vous devez faire qui vous demande au préalable du courage, bien, un coup que ça va être fait, vous n'aurez plus besoin de courage puis vous allez être dedans. Puis, dans le fond, ça revient à ce qu'on appelle, on pourrait appeler ça la fameuse zone de confort. Selon vous, là, est-ce qu'on doit sortir de notre zone de confort? Alors, cliquez, là, je pense que vous avez un bouton là, dans Réaction, là, soit un thumbs up ou un oui, un non. Là. Selon vous, on fait un petit sondage de groupe. Est-ce que c'est important en investissement immobilier de sortir de sa zone de confort? On a un oui, un, deux. Il y en a un qui dit oui dans le chat, c'est bon. Bon, Raphaël m'a déjà entendu parler là-dessus. Il y a Ramdam qui a piqué ma curiosité. Ramdam, pourquoi tu dis non? Tu m'intrigues. Pourquoi je dis non? Parce que je pense que c'est plus judicieux, à mon sens, d'agrandir sa zone de confort au lieu d'en sortir, parce que de toute façon, si tu t'en sors, tu n'es pas si confortable que ça. Voilà. Donc, tu vas retomber dans tes vieilles habitudes. Donc, le plus beau, c'est le truc du courage dont tu as parlé, le 3 minutes, le 30 secondes, etc. Je pense que c'est ça qui aide à l'élargir au lieu d'en sortir complètement. C'est comme ça que je le vois, mais… Ramdam, merci beaucoup. J'espère que tes mains sont propres. Tu m'as enlevé les mots de la bouche. Vraiment, tu as touché le point parce que de toute façon, c'est prouvé scientifiquement. Alors, la bonne nouvelle, là, je suis sûr que dans le monde du développement personnel, vous avez sûrement entendu plein de fois là, qu'il faut sortir de ta zone de confort. Ça fait tellement de concept. Sauf que humainement, c'est contre-productif, c'est contre-intuitif et on appelle ça l'homéostasie. L'homéostasie, c'est une fonction physiologique de notre corps qui fait en sorte que dès que tu sors de ta zone de confort, le corps, la première chose qu'il veut faire, c'est y retourner. C'est sûr que si tu es dans une ruelle et qu'il y a un gros chien méchant qui veut te mordre, peut-être que tu vas devoir sortir de ta zone de confort temporairement, de façon ponctuelle. C'est normal, ça arrive. Sauf qu'en entrepreneuriat, en investissement immobilier, au niveau des apprentissages, parce que l'entrepreneuriat ou l'investissement immobilier, c'est une game qu'on doit apprendre, qu'on doit aller chercher des habiletés.
Tu n'as pas besoin de sortir de ta zone de confort. Comme plusieurs personnes l'ont si bien dit, dont Ramdam, merci Ramdam, c'est de l'agrandir, ta zone de confort. C'est à coup de petits 30 secondes de courage ici et là, à coup d'essais, à coup d'erreurs, à coup de succès. Quand tu additionnes tout ça, tu te retrouves à faire des choses qui, au départ, te rendaient peut-être inconfortable, sauf qu'aujourd'hui, tu es confortable à le faire. Conséquemment, tu as agrandi ta zone de confort. Et ce qui va t'aider à fortifier, à agrandir ta zone de confort, ce qui va t'aider justement à devenir confortable, à faire des choses qui, au départ, tu étais peut-être moins confortable parce que c'était nouveau pour toi, c'est ce qu'on appelle l'engagement. L'engagement est une notion qui n'est peut-être pas tout à fait comprise par beaucoup de gens parce que souvent, on va s'impliquer dans des choses, mais on ne se rend pas compte qu'on n'est pas engagé. Exemple, si tu t'inscris dans une formation quelconque, peu importe laquelle, que ce soit Carrefour Immobilier ou autre, ça coûte tant de centaines ou de milliers de dollars, tout dépendant de la valeur de la formation et du programme. Tu vas sortir la carte de crédit, tu vas t'inscrire à la formation. Tu peux dire à tout le monde, ton réseau, tes parents, amis, que je suis impliqué dans telle formation, puis tu as raison. Si tu es membre d'un organisme à but non lucratif, peu importe lequel, tu es bénévole dans un organisme, parce que tu as payé ton membership et que tu es membre, dans la liste des membres, ton nom est là, tu peux dire que tu es impliqué dans tel ou tel organisme, ou dans l'immobilier, ou dans n'importe quoi. Mais ça ne veut pas dire que tu es engagé. Il y a une petite différence. Et à la blague, j'aime faire l'analogie avec un sandwich œuf et bacon. Dans un sandwich œuf et bacon, la poule s'est impliquée, mais le cochon, lui, s'est engagé. Puis je laisse tout le temps un délai pour être sûr que les gens processent et comprennent la blague. C'est que, dans le fond, là, le cochon a fait une coche de plus que la poule. Puis c'est une blague, bien sûr, là, puis c'est un peu d'humour, puis c'est une analogie. C'est une métaphore pour vous faire comprendre que l'engagement, c'est une coche de plus que l'implication. Puis ce qui fait le succès dans n'importe quoi, que ce soit pour faire de l'argent, que ce soit pour faire de l'immobilier, de l'entrepreneuriat, des affaires ou un organisme bénévole, ce qui fait que vous allez avoir du succès, très souvent, ça n'a rien à voir avec le temps. Ça n'a rien à voir avec mettre plus de temps, mettre plus d'heures ou en faire plus. Très souvent, c'est un niveau d'engagement qui va être juste une coche de plus que juste l'implication. C'est ça qui fait que vous allez avoir du succès. Et 99% du temps, ça se passe entre les deux oreilles. C'est une attitude de vouloir faire le petit quelque chose de plus. De réaliser que le courage, dans le fond, là, c'est juste une coche de plus. On a parlé de la zone de confort. Laissez-moi vous présenter une dame ici que vous connaissez peut-être. Est-ce qu'il y en a qui reconnaissent cette athlète-là? C'est sûr que tout habillé comme ça, c'est peut-être un petit peu plus difficile. Puis si je vous montre cette photo-là à place. OK, je vous la présente. Marianne Saint-Gelais. Marianne Saint-Gelais, c'est une athlète olympique. Elle est à la retraite maintenant. Elle a fait les 2 derniers Olympiques, là, il y a peut-être une dizaine d'années. Elle a eu 2 médailles d'argent aux 2 derniers Olympiques. Elle est championne canadienne en patinage de vitesse. On l'a passé en entrevue dernièrement où ce que l'animatrice, tout en, tout impressionnée par son parcours olympique et d'athlète de haut niveau, lui disait « Tu as dû faire beaucoup de sacrifices pour… » Puis on serait tenté, on serait porté à croire que oui, elle a fait beaucoup de sacrifices pour, au niveau entraînement, au niveau rythme de vie, au niveau diète, puis ainsi de suite. Puis c'est sûr qu'elle n'allait pas dans des parties, puis c'est sûr qu'elle devait faire attention pour ne pas prendre trop d'alcool, puis ainsi de suite. Alors, on pourrait être porté à croire qu'elle a fait beaucoup de sacrifices pour se rendre où elle s'est rendue. Puis elle disait non, moi, ce n'était pas des sacrifices. C'était un choix. Mais c'est ça l'engagement. C'est que si vous avez choisi comme véhicule pour vous libérer financièrement puis avoir une meilleure retraite ou quitter votre job, vous avez choisi l'investissement immobilier,
Bien, un coup que vous avez travaillé l'habitude numéro 1 là, au niveau de la clarté, là, puis de votre focus, puis de votre vision, puis de votre why, votre pourquoi, votre plan long terme. Puis un coup là, que vous êtes conscient là, que le courage, dans le fond, oui, vous en avez besoin, mais pas tant que ça, puis que vous êtes prête à vous engager, ça va devenir un choix et non un sacrifice. Parce que quand on parle de sacrifice, c'est là qu'on se met à manquer de temps. Tandis que quand c'est des choix, quand on va arriver à l'habitude numéro 3, qui est la productivité, bien, ça va être beaucoup plus facile. Ça va jusque-là? Alors là, on va faire un petit exercice, puis ça va être la première fois de la matinée où on va vous envoyer dans des salles. Raphaël, as-tu le bouton pour envoyer les gens dans les salles? Oui. Bon, je te laisse faire ça. On est, mettons, 20. Fait que vas-y, fais-en des groupes de 4 environ. Non, je t'ai dit une bêtise. J'ai pas ce bouton-là, tiens. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, j'ai le sondage, mais. OK, bien, je vais le faire d'abord. Parfait. C'est pas plus long. Ce sera pas long, je suis en train de créer les salles. Alors, l'exercice que je vais vous demander de faire en petits groupes, c'est un genre de petit débat, brainstorming, discussion en groupe sur la différence entre qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui est urgent pour vous, puis comment dealer avec ça. Puis on va s'amuser avec ça après. Alors, on y va. Non, Gilbert n'est pas devant son écran, donc il n'a pas dû voir qu'on l'envoyait d'une salle. Tu peux pas l'envoyer sans demander son avis? Il doit cliquer. Ah, ok, d'accord. Alors, Gilbert, tu as été invité à aller dans une salle, tu as juste à cliquer pour y aller. Et voilà. France, je ne sais pas si tu nous entends, mais je ne sais pas si tu es là, France. Je pense qu'elle nous a écrit un message comme quoi elle était occupée ou elle avait quelque chose. Bon, je vais juste timer parce que j'ai oublié de mettre le temps dans la salle. Moi, tu peux me donner l'accès pour aller dans les salles? Il me semble que oui. Tu ne l'as pas, tu ne peux pas aller rejoindre une salle? Pourtant, non, c'est comme ça, je peux aller me promener un peu. Comment je peux faire ça? Bon, où tu veux aller? Ah, je ne sais pas, je voulais un peu naviguer dans les salles, là, mais si tu ne peux pas, ce n'est pas grave. Okay. Tu m'as nommé co-host, ouais? Ben oui. Bah ouais, moi, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Ça va comme tu veux? Très bien. Okay. Est-ce que tu vas arrêter l'enregistrement? Parce que peut-être ça ne sert à rien. Hein? On va le repartir après. Bon, tout le monde est revenu. Alors, est-ce qu'il y en a qui veulent se risquer pour nous partager la différence entre important et urgent? On a Gilbert qui a levé la main et on a Gilles aussi. OK, on va entendre Gilbert puis Gilles. OK. Ben, nous, on a conclu que l'urgent, il y avait une notion de temps, une notion de délai. On ne peut pas le repousser. Ça doit être fait maintenant. Une fuite d'eau, une fuite de... un accident, là, quelque chose on ne peut pas le reporter à plus tard. Alors que les choses importantes, ben, c'est des choses qui peuvent être faites hier, aujourd'hui, demain, mais qui devront être faites. Il va falloir que je ramasse tous mes documents d'impôts pour aller porter mes impôts. Je peux le faire hier, aujourd'hui, demain, mais c'est important de le faire. Et on a aussi abordé le fait que c'est
pas tout à fait la même partie du cerveau qui travaille quand on fait des choses urgentes, c'est de l'adrénaline. Et l'important, ben là, c'est la réflexion. Souvent, il y a un peu du long terme. Il faut se dégager justement des urgences. Donc, il y a une notion de gestion. Il faut savoir qui va faire les urgences, qui va faire ce qui est important. Et si on ne fait jamais les choses importantes, ben, tout va être urgent. Tout va dégringoler. Là. OK. Donc, voilà. Merci, Gilbert. Gilles, toi, tu dis quoi? Ton micro, Gilles, on ne t'entend pas. Désolé, mon micro n'arrête pas de se désactiver. Je faisais partie de la même équipe que Gilbert, donc je pense que tout a pas mal été dit. Là. Évidemment, on disait aussi peut-être entre autres, à force de repousser dans le temps les choses qui sont importantes, bien évidemment, ça va aussi devenir des urgences. Hein, Effectivement, bon point. On a André et Marco qui ont levé la main. Puis il y avait aussi le point qu'évidemment, les urgences, c'est un aspect qui reste tout de même personnel, dans le sens où on peut, nous, dans certains cas, juger qu'un élément est urgent et une autre personne, dans son cas, va dire que ben, pour elle, ce type d'activité-là ou chose à accomplir n'est pas urgente. Tu sais, donc, ça a un lien aussi avec nos priorités, je pense. Oui, j'aime ce que tu dis, Gilles. On va pouvoir faire du millage là-dessus dans pas long. Rapidement, Marco et l'autre personne, je me souviens plus. André. OK, Marco et André, puis après, on va passer à... On va poursuivre. Oui, donc, disons qu'on parlait... Ben, en fait, c'est un petit peu ce qu'André disait. Ben, nous, ce qu'on a relevé, en fait, c'est une question de perception, parce que l'urgence de 1 versus l'importance, c'est... Oh, wow! C'est une question de perception. C'est une question aussi de gestion des priorités. Parce que des fois, si tu as une situation qui se présente, mais tu as des différents éléments qui peuvent être pris en considération, qui peuvent impacter influencer ce qui peut devenir important versus urgent. Donc, c'est ça. C'est surtout ça, ces deux aspects-là. Évidemment, il y a la gestion de temps. Donc, gestion de temps, gestion de priorité. Puis, la question de perception de chacun. Qui a une influence. Tu sais, André, ça rejoint-tu un peu? Oui, en fait, on donnait aussi le contexte de ce qui est important, c'est ce qui aura indubitablement un impact sur toi. Donc, il va falloir tôt ou tard que tu t'y attaques, mais il n'y a pas d'urgence sur le court terme à le faire. L'urgence, c'est ce qui a un impact sur maintenant. Donc, il y aura un client qui n'aura pas accès à la propriété ou autre chose qui aura comme impact, mais c'est urgent de le faire maintenant. Alors que ce qui est important, c'est sûr que ça aura un impact, mais tu peux gérer un peu dans ton délai à quel moment tu vas y travailler. J'aime ça, les amis. Vous avez tous des bons éléments de réponse, puis je veux approfondir un peu. Quand Gilbert a dit un dégât d'eau dans un de tes logements, ben, tu as certains services à rendre à tes locataires, puis je dirais, à la base, c'est sûrement une urgence, à moins que tu sois capable de déléguer. Parce que des fois, là, il y en a d'autres, autant André, Gilles que Marco, vous avez dit, c'est perception, c'est établir nos priorités, tout ça. Ça se peut qu'en termes de gestion de temps ou de gestion de priorité ou de gestion de soi, au niveau de ta perception puis ton niveau de conscience, que tu décides, les fameuses urgences, là, mettons, tu es dans le multilogement, là. Exemple, les toilettes, puis les dégâts d'eau, les choses que c'est vraiment en apparence urgent pour le locataire, on en convient, tu veux y rendre un bon service, à un moment donné, là, dans un monde idéal, tu pourrais-tu le déléguer, ça? Ça, c'est un. Puis je veux vous conter un peu mon histoire personnelle pour vous amener dans un extrême, juste pour vous faire prendre conscience de qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est important. Pour ceux qui me connaissent, même pour ceux qui ne me connaissent pas, vous allez l'apprendre ce matin, le 4 juillet 2012, ma fille de 16 ans à l'époque s'est faite frapper par un train. Et ça, c'est arrivé à 20 h. Et je m'apprêtais à l'époque, j'avais une job, là, j'avais un genre de sideline tout en lançant mon entreprise. Et je faisais un quart de nuit dans un hôtel.
On tentait de me rejoindre, évidemment, pour m'annoncer la mauvaise nouvelle parce qu'elle était à l'hôpital. Et on n'était pas capable de me rejoindre parce que j'étais sur un appel conférence avec, pour un autre organisme. Là, et je ne répondais pas à le bip-bip dans mon oreille qu'on tentait de me rejoindre. C'est mon fils qui, à l'époque, avait une vingtaine d'années, qui débrouillard pas mal. Il a appelé à la réception de l'hôtel pour dire il faut absolument que je parle à mon père, trouvez-le, puis il faut que j'y parle, il faut qu'il me rappelle, nanana. Fait que, finalement, il a réussi à me parler et m'annoncer la mauvaise nouvelle. Là, mon corps de travail commençait, il fallait que je trouve une façon de m'en aller, puis tout le kit. En tout cas, toujours est-il que je me suis quand même rendu à l'hôpital. Et la question que je pose tout le temps quand j'ai des discussions, des coachings au niveau productivité, puis gestion de temps, puis gestion des urgences, est-ce que c'était urgent ou important que je le sache? Urgent ou important? Ben, je crois que c'est important. Important, oui. Mais c'est sûr que oui, il faut que tu le saches, mais tu ne peux pas rien faire pour remédier à la situation. C'est un cas extrême que je ne vous souhaite pas. Le point, c'est que les urgences ont été réglées par le 911, ont été réglées par les premiers répondants se sont rendus très rapidement sur les lieux de l'accident. Elle a été amenée à Sacré-Cœur en traumatologie. Elle a eu les meilleurs médecins, les meilleures infirmières, les meilleurs traitements. Tout ce qui était possible de faire a été fait. Le point, c'est que souvent, les urgences ne sont pas nos urgences. C'est les urgences des autres, la plupart du temps. C'est sûr que si tu commences en immobilier puis que tu n'as pas les moyens pour le moment de déléguer, mettons, les dégâts d'eau puis les choses urgentes de tes locataires, je comprends là, que tu vas avoir à régler ça. C'est correct. Là. Il n'y a jamais rien de parfait dans la vie, pas plus que c'est parfait l'investissement immobilier, mais c'est juste d'élever ton niveau de conscience pour réaliser que si tu veux prendre possession de ton temps, tu dois déterminer ce qui est important et réaliser que les urgences sont souvent les urgences des autres. J'étais en coaching avec une fille l'autre jour elle répondait aux urgences de ses clients n'importe quand. Alors, dès que le téléphone sonnait, c'était une urgence, elle répondait. Et elle n'était pas productive. Elle n'était pas en contrôle de son temps parce que c'est les autres qui géraient son temps, dans le fond. Et là, ce qu'on a déterminé ensemble, c'est qu'une fois par heure, mettons, à 55 de chaque heure, elle arrête le travail qu'elle était en train de faire. Elle se lève, elle prend de l'air, elle va aux toilettes, elle prend une bonne gorgée d'eau, elle s'aère l'esprit, puis elle gère des urgences, une fois par heure. Pour après ça, rentrer dans sa bulle, focus total pendant 1 heure, 50 minutes, 45 minutes, peu importe le temps, je me concentre sur la tâche que j'ai décidé de faire qui est importante et non urgente. Puis une fois par heure, une fois par 2 heures, une fois par 3 heures, c'est à vous de décider. Je gère les urgences, entre guillemets, qui, la plupart du temps, c'est les urgences des autres. Important puis urgent, quand vous prenez conscience de ça, vous allez prendre déjà, vous allez avoir une avance sur les autres au niveau de la gestion de vos priorités. Ce qui m'amène à la fameuse loi de Pareto, que beaucoup de gens connaissaient peut-être, mais que très peu de gens appliquent. Dans le fond, là, la loi de Pareto, économiste italien, il y a plusieurs années, disait que 20% de vos efforts, si vous le mettez sur ce qui est important, va vous rapporter 80% de vos résultats. Et c'est vraiment, puis ça va peut-être, on revient au courage, là. Ça se peut que le 20% de vos efforts qui vont rapporter 80% de vos résultats, là, ça se peut que ce soit des appels téléphoniques, ça se peut que ce soit de la prospection, ça se peut que ce soit régler des choses là, au niveau productivité, au niveau priorité, qui vous demandent probablement un effort. Et c'est là que ça va être payant pour vous. Et la clé dans tout ça, là, quand vous aurez déterminé c'est quoi vos priorités, quand vous allez avoir plus de clarté, quand vous allez avoir plus de focus, de vision, votre pourquoi, puis toute la quête, puis tout ça, là, la base là, au niveau de votre identité va être établie, puis que vous allez prendre conscience. Là, la décision vous appartient. Ce n'est pas moi qui va venir vous dire dans vos vies personnelles ou d'hommes ou de femmes d'affaires, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est urgent.
Sauf que la prise de conscience précède le changement. Puis quand vous allez avoir déterminé ça, à ce moment-là, votre focus va être beaucoup plus clair. Vous allez déterminer, vous, qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui est vraiment urgent. Vous allez prendre des décisions. Puis après ça, la clé, c'est de tout mettre dans l'agenda. Mais vraiment tout. Tu veux gagner du temps, mets tout dans l'agenda, puis tu vas t'apercevoir que si on fait l'équation, là, il y a 168 heures dans une semaine. On va parler d'énergie tantôt. Là. Je vous dévoile un scoop, là, une des habitudes, là, on va parler d'énergie. Admettons, là, 168 heures dans une semaine, tu dors ton 8 heures par nuit, ça fait 56 heures, fait qu'il te reste 100, je ne suis pas vite en calcul mental, là, mais 100 quelques heures. Mettons que tu as encore un job, là, puis que tu travailles 40 heures semaine. Bon, parfait, on enlève 40 heures. Mettons là, que tu as des enfants, famille, tout ça, puis tu t'occupes de tes enfants, là, puis ça t'implique une couple d'heures par semaine pour aller les reconduire à la garderie, pour le hockey, le soccer, la danse, peu importe là. Mais toutes ces heures-là. Tu vas t'apercevoir quand tu vas avoir fait l'exercice là, que tu vas avoir du temps pour du Netflix, pour du développement personnel, pour aller prendre des marches, pour aller au gym, puis il va te rester un bon 20 heures de lousse pour faire de l'investissement immobilier. Fais l'exercice là, mathématique, là, puis je suis sûr que tu vas t'apercevoir que tu as bien plus de temps que tu pensais que tu avais. Le défi, puis je dis ça en toute humilité là, parce que j'ai longtemps été comme vous. Ben, je ne veux même pas présumer que vous êtes comme ça, là, sauf que beaucoup avec beaucoup d'humilité et d'authenticité, vous avez dévoilé que vous avez des défis au niveau du temps. Mais souvent, c'est parce qu'on n'est pas assez intentionnel et stratégique avec notre temps. Mettez tout à l'agenda. Tout. Je vais même vous faire une confidence. Là. Moi, personnellement, là, de 1h à 15h, du lundi au vendredi dans mon agenda, c'est du temps pour me reposer. Puis c'est écrit noir sur blanc dans l'agenda. Je ne prends peut-être pas tout ce temps-là, mais ce temps-là m'appartient, puis personne ne peut venir prendre de rendez-vous. Je fonctionne dans mes activités de coaching avec une application que certains connaissent, Calendly. Beaucoup de mes clients ont accès à mon calendrier sans m'en parler. Ils peuvent venir se céduler un rendez-vous dans mon calendrier, n'importe quand, ou presque. C'est-à-dire que je dois être très stratégique et intentionnel dans mon calendrier parce que je ne veux pas que les clients se cédulent un rendez-vous n'importe quand je ne voudrais peut-être pas avoir un rendez-vous à cette heure-là. À ce moment-là, ce que je fais, c'est que tout. On a une seule vie. Vous n'avez pas une vie au travail, une vie de famille, une vie sociale, une vie quand vous allez jouer au bowling, une vie quand vous faites de l'investissement immobilier. Vous avez une seule vie. Et c'est pour ça que tout mettre dans l'agenda de façon stratégique et intentionnelle et délibérée va vous gagner du temps. Tu sais, des fois, là, mettons, là, vous êtes sur un deal, là. Il y a une opportunité d'affaires ou une opportunité d'investissement immobilier, là. Puis il y a plus qu'un intervenant, là. Allez-vous vouloir réclamer ce qui vous appartient, ce qui vous revient? Pourquoi vous ne faites pas ça avec votre temps? Pourquoi vous ne faites pas ça avec les 168 heures dans une semaine, là? Tu sais, il y a des choses que, si vous avez encore votre job, là, je peux comprendre. Mais mettons, là, vous faites 40 heures à votre travail, là. Bien ça, c'est là. Après ça, le reste, là, tu sais, réclame qu'est-ce qui t'appartient au niveau de ton temps, puis tu vas voir qu'il va t'en revenir beaucoup plus que tu pensais. Puis ça, ce que ça va impliquer, là, ça va impliquer ça ici. Souvent, le succès, ce n'est pas une question d'addition. Moi, je vais vous faire une petite prédiction, là. Appelons ça mon 2 cents, là. Je ne vous connais pas, certaines personnes avec qui je travaille déjà, je vous connais un petit peu plus. D'autres, beaucoup de gens ici sur la formation ce matin, je ne vous connais pas. Ça se peut que, mais je me risquerais à une chose, là, que le succès dans ce que vous voulez atteindre là, revient bien plus à des soustractions qu'à des additions. Parce que vous avez sûrement déjà entendu l'expression « Ah, un tel Roger, c'est un bien bon gars, il ne dit jamais non. »
Mais ce n'est pas vrai, ça, c'est un mythe. Les gens qui ne disent jamais non, c'est un mythe. Parce qu'on dit toujours non à quelque chose, à quelqu'un, à un projet, à une activité. Exemple, si vous êtes ici ce matin avec moi, avec Raphaël puis toute la gang, c'est parce que vous avez dit non à autre chose. Et où vous allez être cet après-midi, vous allez avoir dit oui à cette activité-là, puis vous allez avoir dit non à autre chose. Fait que je vous lance un petit challenge. Là. Individuellement, là, prenez 2 minutes. On va timer 2 minutes. On n'ira pas dans les salles, là, on va rester ici ensemble. Là. Vous pouvez fermer votre caméra si vous voulez vous concentrer, là, mais prenez 2 minutes, là, puis identifiez une chose que vous allez dire non. Pour pouvoir dire oui à ce qui est important. Ça va? 2 minutes, puis on revient après. Encore 1 minute? Parfait. Est-ce qu'on a des courageux qui ont trouvé de quoi et qui veulent partager à quoi ils vont dire non? Gilles? Oui, ben dans mon cas, dans le fond, souvent, je veux dire non pour ce qui est de suivre une... c'est-à-dire, je vais dire non à des amis ou ma famille, là, à des rencontres amicales, souper, justement, pour me former. Donc, assister à un webinaire, comme je le fais aujourd'hui. Parfois, on reçoit des invitations au même moment, puis c'est sûr que pour la formation, j'avoue que je dis mordicus, puis à ce moment-là, c'est automatiquement un non là, qui vient comme réponse si ça vient interférer dans l'horaire d'une formation. C'est bon. Super. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Madame. Alors, moi, j'ai décidé de dire non à toutes les personnes toxiques de mon entourage. Je parle d'amis, je parle même des membres de la famille élargie, je parle des clients, je parle de partenaires. Et bizarrement, à partir, je l'ai décidé il y a quand même quelques mois, voire un peu plus d'1 an, beaucoup de personnes disparaissent d'elles-mêmes de ma vie sans que je fasse quoi que ce soit. Tout à fait. Un très bon point. Puis, vous savez, la beauté des 6 habitudes qu'on travaille ce matin ensemble, c'est qu'ils sont tous reliés unes aux autres. Quand on parle de ce que Ramdam partage au niveau de ses associations, là, on va en parler tantôt dans l'équipe de rêve. Et tout ça nous rend plus productifs de toute façon. Puis un peu comme les membres du corps humain, là, quand tu as mal au petit doigt, souvent ça te fait mal partout dans le corps, là. Ou quand tu te pètes un orteil sur le coin du lit, ça te fait mal tout partout, bien, c'est la même chose. Toutes ces habitudes-là, quand on en est conscient, qu'on élève notre niveau de conscience et qu'on les travaille, qu'on les implante, ça nous rend productifs, ça nous rend plus performants dans tous les autres domaines de notre vie. Alors, merci à tous, puis continuez cet exercice-là une fois de temps en temps. Je dis tout le temps, la prise de conscience précède le changement. Alors, arrêtez-vous, là, ne serait-ce qu'une fois par semaine, avec un journal, et dites-vous comment s'est passée ma semaine, à quoi j'ai dit oui que j'aurais peut-être dû dire non,
Puis après ça, passer au prochain niveau, au niveau de conscience, pour cesser de faire des choses qui ne sont pas en lien avec votre plan divin, avec votre plan de 20 ans. Et c'est pour ça qu'on revient à l'habitude numéro 1, qui est la clarté, mais ça va vous aider à ce niveau-là. Qui nous amène à l'habitude numéro 4, la calibration émotionnelle. Est-ce qu'il devrait avoir des émotions quand on fait de l'investissement immobilier? Il y en a qui veulent répondre à ça? Moi, je pense que oui. Il va en avoir des émotions, c'est sûr. On ne peut pas ne pas en avoir. Mais il faut les gérer. C'est ça, exactement. Exactement. Parce qu'on a souvent entendu dire, là, en affaires, il n'y a pas d'émotion. Ou quand on analyse un deal en immobilier, il n'y a pas d'émotion. Ben, c'est bien plate, là, mais les êtres humains, on est des êtres d'émotion. Oui. Il y en a tout le temps. Quand on fait des bons deals, on est bien content. Quand on fait des mauvais deals, on n'est pas content pantoute. Et la clé là-dedans, c'est d'en être conscient puis de calibrer. C'est-à-dire, peut-être se calmer un peu le pompon quand on a fait un très bon deal, analyser qu'est-ce qui a bien été, réaliser que le succès est un très mauvais maître. Et oui, on a eu du succès dans ce deal-là, mais qu'est-ce qui fait qu'on a eu du succès? Puis qu'est-ce qui fait qu'on va continuer à avoir du succès ou qu'est-ce que je pourrais améliorer? Ça, c'est un. Ça a chié, ça n'a pas bien été. Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas bien été? Puis se relever. C'est normal d'être frustré parfois. C'est même humain. C'est normal d'être en colère. C'est humain. C'est normal d'être en beau maudit parce qu'un partenaire nous a floués. C'est normal. La clé, quand on parle de calibration émotionnelle, c'est de ne pas le renier. Parce que tu ne peux pas relâcher quelque chose que tu n'as pas d'abord accepté. Fait que tu n'es pas content, là, parce que tu t'es fait avoir. Premièrement, analyse si les attentes avaient été établies d'avance. Souvent, qu'est-ce qui fait qu'on a des émotions, dans le fond? Dans une interaction avec d'autres êtres humains, c'est parce que nos attentes ont été comblées ou nos attentes n'ont pas été comblées. Alors, si tu établis le plus possible les paramètres de tes attentes, bien, ça va t'aider. Si tu reviens à ton habitude numéro 1, là, au niveau de ta clarté, de ton focus, puis où tu t'en vas, puis c'est quoi ton pourquoi, c'est quoi tes valeurs, ça va être plus facile. Tu vas avoir les outils dans ton coffre d'outils pour établir les attentes. Voici à quoi je m'attends. Exemple, quand j'ai découvert, moi, qu'une de leurs valeurs personnelles, c'est le plaisir. Dans tout ce qu'ils font, ils veulent avoir du plaisir. S'ils analysent un deal, là, une occasion, une opportunité, un possible partenariat, puis ils sentent qu'il n'y en aura pas de plaisir, bien, il faut dire non, il ne faut pas y aller. Parce que si on y va, on s'attend qu'il va y avoir de la frustration, il va y avoir quelque chose qui ne marche pas. La calibration émotionnelle là, va être beaucoup plus facile à opérer, à faire, lorsque on a établi les attentes avant. Ensuite, on est humain, ça ne sera pas toujours parfait, ça ne marchera pas toujours comme on veut. Accepte l'émotion, puis après ça, relâche-la. Ou donne-y un autre nom. Il y a même je disais dans une revue d'affaires, certains présidents de grosses compagnies qui, 5 minutes par jour, ont dans l'agenda un temps pour s'inquiéter. Ils appellent ça le worry time. 5 minutes par jour, ferme la porte de le bureau, puis c'est le temps pour vivre des mauvaises émotions. Après ça, c'est fini, ils relâchent, puis ils passent à d'autres choses. On pourrait appeler ça compartimenter. Comment font les grands chefs d'État, là, les présidents, présidentes de pays, là, les premiers ministres et ainsi de suite, là, pour être capables à 8 heures le matin d'être dans une cellule de crise, à 10 heures le matin être dans une bibliothèque avec des enfants de 6 ans, à midi, ils sont en chambre de commerce puis ils font un discours sur les affaires. À 2 heures, ils vont, je ne sais pas moi, couper un ruban d'une nouvelle compagnie qui vient d'ouvrir. À 4 heures, ils sont en train de bombarder un autre pays. Comment ils font? On appelle ça compartimenter. Compartimenter, c'est d'être capable de mettre dans un tiroir la mauvaise émotion ou la mauvaise situation où il y a un certain stress ou quoi que ce soit. C'est sûr que humainement, on ne peut pas faire ça tout le temps, sauf que c'est de prendre le temps de s'arrêter puis de mettre par écrit qu'est-ce qui se passe pas, qu'est-ce qui se passe bien, qu'est-ce qui se passe moins bien, puis après ça, de le relâcher. Mais c'est juste d'être conscient que des émotions, on va en avoir. Puis comme disait Ramdam tantôt,
de faire attention à la contagion émotionnelle. Parce qu'on va en parler tantôt dans les bonnes habitudes, là. Il faut se protéger au niveau de notre environnement. Puis c'est là, ça va être beaucoup plus facile de calibrer justement nos émotions. Prendre le temps de s'arrêter aussi. Je pense que si tu veux avoir du succès comme investisseur immobilier, comme entrepreneur, il faut que tu prennes le temps pour justement déterminer c'était quoi ta vision que tu avais établie, là, puis ton plan de 20 ans, là, puis tes valeurs, puis ton pourquoi. Puis est-ce que je suis en lien avec ça? Comment ça s'est passé dernièrement? Qu'est-ce qui a bien été? Qu'est-ce qui a moins bien été? Puis qu'est-ce que je pourrais faire? On va faire un autre petit exercice. On va retourner dans les salles et là, je vous challenge de, en tant qu'investisseur immobilier, il y en a peut-être qui le savent, là. Fait que si vous avez déjà travaillé avec moi en coaching privé 1 à 1, bien, jouez un peu dans votre salle le rôle de modérateur, de facilitateur, si vous connaissez déjà la réponse. OK? Fait que vendez pas le punch. Le défi, la question que je vous pose, c'est qu'en tant qu'investisseur immobilier, quelle est votre ressource la plus importante pour vous permettre d'avoir du succès? Un petit indice, je vous donne un indice, c'est que c'est la même chose pour si tu es en affaires, si tu es entrepreneur. Mettons, tu ne fais pas d'investissement immobilier, tu fais d'autres choses comme business, c'est la même chose. Alors, je vous envoie dans les salles. Je vais... Ouais, OK. Il faut que finalement, non, je vais recréer toutes les salles. On va essayer de mélanger ça un peu. C'est parti. Et voilà, c'est parti. Alors là, je vais vous demander d'être discipliné parce qu'il est déjà 11h32, on veut finir avant midi et on veut laisser le temps pour une petite période de questions. En un mot, la ressource la plus vitale comme la plus importante comme investisseur immobilier ou comme entrepreneur. Qui veut se lancer? Marion? Nous-mêmes. Pardon? Nous-mêmes. Nous-mêmes. OK, c'est bon. Ensuite? Bien, c'est sûr que... Oh. Vas-y, Gilles. OK. Ben, dans le fond, évidemment, ce point-là est revenu nous-mêmes. D'abord, soi, puis moi, c'est sûr qu'on a apporté aussi le point des ressources la plus importante, ben, c'est l'ouverture aux autres de façon à être capable aisément de former des équipes, des partenariats, tout ça. Donc, s'entourer, ça devient de personnes, ça devient une ressource importante pour avoir du succès en immobilier. Merci, Gilles. Un mot. Il y a quelqu'un d'autre, on va en prendre un autre. Qui n'a pas été dit. La santé. La santé. Hein. Qui a dit ça? Marco. Marco qui a dit ça. Marco, tu m'as devancé, je m'en allais faire appel à toi. Vous êtes proche, là. Tu sais, quand vous dites nous-mêmes, là, ce n'est pas une mauvaise réponse. Imaginez, là, tu as le dossier de crédit A1, là, ta cote est dans pas loin de 900, là. Tu as le cash flow, tu as le compte de banque qui est plein, tu as l'équipe de rêve, tu as suivi toutes les formations que tu pouvais suivre, tu as l'expérience, ça fait 25 ans que tu fais ça, tu as des partenaires de rêve, tu as un conjoint qui t'appuie, tu as tout ce qu'il faut, là. Si tu n'as pas d'énergie, là, tout ça est fuck all. N'est-ce pas, Marco? Oui, exact. Exact. Hein? Ça, là, l'énergie, on peut
peux-tu comparer? On peut-tu dire aussi la motivation? Ça va-tu ensemble, ça, l'énergie, la motivation? C'est vraiment... Non, OK. Pas spécifiquement la même chose, je m'explique. On parle vraiment d'énergie au niveau d'énergie physique. OK. Et trop souvent, puis je ne suis pas mieux qu'un autre, là, puis je vous le dis bien humblement, là, je suis rendu à 58 ans, puis ça m'a peut-être pris 50 ans pour réaliser que c'était ma ressource la plus vitale, la plus importante. Puis on passe tout par là. Puis ce qui arrive, c'est que trop souvent, l'énergie, on en prend soin de façon accidentelle, de façon quand ça donne. Puis si tu veux avoir du succès comme investisseur immobilier, comme entrepreneur, comme être humain, puis tu veux passer à un autre niveau, puis tu veux obtenir quelque chose que tu n'as pas encore, vraiment, il faut travailler sur il faut prendre soin de façon intentionnelle, délibérée et stratégique ton énergie. On revient à l'habitude de tantôt, là, au niveau de la productivité. Là. Tu sais, quand je vous suggérais de tout mettre dans l'agenda, mais de tout mettre là, ben, au niveau de l'énergie, c'est la même chose. C'est mettez-les à l'agenda. Tu sais, quand je vous dis, là, quand je vous suggère de réclamer ce qui vous est dû, là, quand on parle de temps, ben, si l'énergie est ta ressource la plus vitale pour avoir du succès, mets-les dans l'agenda. Exemple, les heures de sommeil devraient être non négociables. Souvent, je vais travailler avec des gens qui ont des défis au niveau productivité. Je manque de temps. J'ai 3 enfants, j'ai un mari, j'ai un job, j'ai commencé à faire de l'investissement immobilier, j'ai 4-5 propriétés, j'ai des locataires à gérer, tout ça. J'ai plus de temps. C'est parfait. C'est combien tu as besoin d'heures de sommeil pour être optimal, là, pour être vraiment full d'énergie, full motivé, full de bonne humeur. 7,5 heures. C'est parfait. Tu dors combien d'heures par nuit? 3, 4, 5, 6, là, gros max, là, c'est parfait. Si tu veux avoir plus de temps, tes heures de sommeil non négociables. Parce que ça peut sembler contre-intuitif, mais quand tu as ton 7,5 heures de sommeil parce que tu as déterminé que toi, physiquement, c'est ça que tu avais besoin, tu vas gagner du temps. Tu vas gagner en focus, en clarté, en vision, en productivité. Vraiment, régler ça, l'énergie, puis tout le reste va venir. Oui, continuer à aller à des formations. Oui, continuer à faire tout ce qu'il faut faire au niveau performance pour devenir de meilleurs investisseurs, de meilleurs êtres humains. C'est tout bon, là. Mais la base, c'est votre énergie, parce que si vous n'avez pas ça, tout le reste s'écroule. C'est vraiment, non seulement laissez pas ça à la chance. Trop souvent, là, tu sais, on devait aller jouer au golf avec des chums, puis là, ils mouillent, la game de golf est cancellée, fait que j'ai du temps à la maison, je vais me reposer. Faites-les pas quand ça donne, faites-les pas quand il y a des cancellations, faites-les de façon intentionnelle. Puis gérez ça en premier, vous allez être un meilleur maman, un meilleur papa, un meilleur conjointe, un meilleur investisseur, un meilleur être humain. Ça commence de même. Ensuite, excuse-moi, oui. L'énergie, tu limites ça au sommeil? Est-ce qu'il y a d'autres éléments? Ben, c'est sûr qu'on pourrait passer des heures à en parler. Là, on effleure, c'est plus une prise de réflexion ce matin. Okay. Tu as raison, tu marques un bon point, Gilles. Ça peut aussi être non seulement le sommeil, mais ça peut être l'entraînement, ça peut être aller prendre de l'air, ça peut être oxygéner ton cerveau, ça peut être la nutrition. C'est sûr. Oui, aussi. C'est bon. C'est un tout, là, puis on pourrait passer juste 2 heures juste sur ce point-là. Là. Sauf que, pourquoi j'en parle ce matin? Parce que, c'est plus une prise de réflexion, prise de conscience, puis c'est surtout le fait que trop souvent, on laisse ça au hasard. Puis si tu veux être plus performant, n'oublie pas, en début de rencontre, on disait, si tu veux obtenir quelque chose que tu n'as pas fait, que tu n'as pas encore, exemple, ta liberté financière, tu dois faire des choses que tu n'as pas faites encore. Ça implique une performance. C'est relatif, la performance, puis il y a juste toi qui le sais c'est quoi une bonne performance pour toi, mais pour pouvoir la faire, cette performance-là, tu as besoin de gaz. Le gaz, ben, c'est ton énergie. Oui. Sûr, là, puis je veux pas m'étendre là-dessus, puis je ne connais pas Marco personnellement, là, mais les problèmes de santé qu'il y a eu, là, il y avait toutes les habiletés, il y avait tout le talent, il y avait toutes les ressources, il y avait tout ce qu'il fallait, puis pourtant, il y a plein d'affaires qu'il ne pouvait plus faire à cause de ça. N'est-ce pas, Marco?
Moi, en fait, c'est pas vraiment les problèmes de santé, là, mais c'est que moi, dans plusieurs Ah, c'est séminaires. pas Marco, je m'excuse, je me suis trompé, je pense que c'est François. Ah, OK. Oui, c'est exact. C'est ça, c'était François, hein? Oui, oui. Fait que dans le fond, c'est ça. Soyez intentionnel là-dessus. C'est votre ressource la plus vitale si on conclut sur cette 5e habitude. Et ce qui nous amène à la 6e et dernière habitude, l'équipe de rêve, le Dream Team. Tantôt, Ramdam a touché un très bon point quand il disait, je vais paraphraser, là, je ne veux pas, il n'a pas utilisé les mêmes mots que moi, là, mais moi, l'expression que je vais utiliser, c'est de congédier des gens de façon virtuelle, si on veut, là, mais de tasser des gens dans notre vie. Vous l'avez tous dit, pas mal quand vous êtes présentés, beaucoup de gens ont dit, vous voulez trouver des partenaires, vous voulez, comment dire, besoin d'une équipe, vous voulez au niveau, lever des fonds, ça va vous prendre des gens autour de vous. Autant l'immobilier que l'entrepreneuriat, ça ne se fait pas tout seul. Ça se fait avec d'autres personnes. Puis notre succès, ben, va souvent être déterminé par les personnes avec qui on va s'entourer. Et ça, quand on a toutes travaillé les 5 premières habitudes en premier, là, au niveau de ton focus, la clarté dans tes idées, dans ton plan de 20 ans, tes valeurs, ton pourquoi, toute la calibration émotionnelle, puis tu sais vraiment où tu t'en vas, là. Puis tu sais à quoi tu vas dire non, puis tu sais à quoi tu vas dire oui. Quand va venir le temps de constituer ton équipe de rêve, ton Dream Team, là, ben, ça va être beaucoup plus clair dans ta tête, ça va être beaucoup plus efficace. Puis, ce monsieur-là ici, son nom, Nicholas Christakis, qui est un médecin, chercheur à Harvard et d'autres universités aux États-Unis. Il a fait une étude sur une bonne dizaine d'années. L'influence des réseaux sociaux, mais pas les réseaux là, comme Facebook, LinkedIn, Instagram et compagnie, là, les réseaux sociaux humains. Et ce qui s'est aperçu, c'est que notre orbite personnelle, là, des gens qui nous entourent, là, vous avez sûrement entendu la vieille maxime qui dit « qui s'assemble se ressemble ». C'est tellement vrai là, que ça va jusqu'à 3 niveaux, selon l'étude du docteur Christakis. 3 niveaux, c'est-à-dire que oui, on est influencé par nos amis parce que notre futur est déterminé par nos conversations. Les conversations qu'on a avec nous-mêmes, les conversations qu'on a avec les autres autour de nous. Fait que oui, notre orbite personnelle à un niveau, c'est important, mais ça va jusqu'à 3 niveaux. Nos amis, les amis de nos amis et les amis de nos amis, des gens qu'on ne connaît peut-être même pas. Alors, comment on peut faire pour contrôler ça? Bien, c'est de faire comme Ramdam, puis de contrôler notre orbite personnelle, le premier niveau, là, pour dire, là, je vais être intentionnel, délibéré, puis stratégique pour accepter dans mon réseau seulement ceux qui vont me tirer vers le haut et qui vont m'amener vers mes objectifs. Parce que voici ce qui arrive. Tu vas élever ton niveau de conscience. Quand tu es dans une formation, là, comme ceux qui ont été dans les dernières formations avec Carrefour Immobilier ou n'importe quelle autre formation d'une autre école, peu importe là, ce que tu fais, c'est que tu élèves ton niveau de conscience. Ce qui fait que si tu étais ami avec quelqu'un il y a 5 ans, et que ça fait 5 ans que tu ne l'as pas vu, ça se peut que tu ne serais plus capable d'être ami avec cette personne-là aujourd'hui. Peut-être que oui, peut-être que non. Puis la réponse t'appartient. Mais c'est juste de voir, parce que toi, tu vas avoir élevé ton niveau de conscience, mais l'autre personne, peut-être pas. Et là, ben, il va y avoir ce qu'on appelle en anglais un disconnect. Fait que c'est de faire attention à notre réseau. C'est juste d'être stratégique et intentionnel, puis de ne pas laisser ça au hasard. Et c'est ça qui va faire la différence dans votre succès comme investisseur. Quand on regarde cette image-là ici, on a ce qu'on appelle un atome de carbone. Dans les 2 cas, on a la même matière, un atome de carbone. Avec un atome de carbone, tu peux faire un crayon à mine ou tu peux faire un diamant. La même matière, le même atome de carbone. La seule différence, c'est comment il est constitué en réseau. Alors, tu veux devenir un crayon à mine ou tu veux devenir un diamant? Bien, tout ça tient au fait de quel réseau tu vas bâtir autour de toi. Et c'est là la question.
Ce qui nous amène à la période de questions. On va prendre un 5-7 minutes environ parce que j'ai juste une petite conclusion à vous offrir après, puis je veux qu'on termine à midi. Est-ce qu'il y a des questions? Gilles? Oui, excuse-moi, j'ai juste manqué le titre de l'habitude 3. C'était quoi l'habitude 3? L'habitude 3, c'est la productivité. Productivité, OK. Ouais. Merci. Ramdam. Oui, moi j'ai une question, Raymond, par rapport à l'énergie. Oui. Bon, je sais que tu as abordé la question du sommeil qui est hyper importante, même si ce n'est pas la seule qui régit la bonne ou la mauvaise énergie. Mhm. Mais moi, je te parlerai d'une expérience personnelle et j'aimerais que tu me dises ce que tu en penses là-dessus par rapport au sommeil. Oui. Moi, depuis un certain temps, j'ai diminué la durée de mon sommeil de 2 heures chaque jour. 2 heures quand même, c'est énorme. Mhm. Et puis, depuis ce temps-là, j'ai minimum 2 fois plus d'énergie qu'avant. Minimum. J'exagère pas si je dis 3 fois plus d'énergie qu'avant. Comment tu peux expliquer ça? Ah, c'est une bonne question. Vite comme ça, de façon spontanée, je ne peux pas l'expliquer, à part le fait que chaque être humain est différent. Une chose qui est sûre, toutefois, c'est que, prenons exemple les médecins qui travaillent dans des hôpitaux. Ils ont bien sûr une assurance responsabilité là, de plusieurs millions pour justement les erreurs médicales. Et il est prouvé, grâce aux statistiques des compagnies d'assurance, que toutes les erreurs médicales arrivent en fin de chiffre, en fin du corps de travail, la plupart. Les grands les accidents environnementaux, là, comme quand l'Exxon Valdez, là, il y a eu un gros déversement de pétrole, c'est prouvé que tout l'équipage n'avait pas dormi. Quand Columbia s'est écrasé, les ingénieurs se vantaient que ça faisait 20 heures qu'ils travaillaient en ligne. Fait que le point est, puis je veux dire, tu peux être l'exception, Ramdam, qui confirme la règle. Là. Je ne sais pas, tu sais, je ne te connais pas personnellement, j'apprends à te connaître, à te découvrir, que chaque cas est unique. Puis ce n'est pas moi qui va arriver, là, je ne me prétends pas un médecin ou un expert en sommeil, puis je ne vais pas vous dire que tu as absolument besoin de X nombre d'heures. Ce n'est pas là le point. C'est juste de prendre conscience de savoir qu'est-ce qui est optimal pour toi et ensuite de ne pas le faire de façon accidentelle, de le faire de façon intentionnelle, tout simplement. Souvent, on va entendre parler de, je ne sais pas, pour ceux qui travaillent le jour, là, puis qu'ils manquent de temps, on va entendre parler de routine matinale, ce qui est très bien. Sauf que c'est juste la moitié de l'équation, la routine matinale. Si tu n'adoptes pas aussi une routine pré-sommeil, c'est-à-dire le soir, fermer les écrans, et ainsi de suite, bien, probablement que je vais me risquer à une petite, comment dire, je vais assumer quelque chose, là, en tout respect, Ramdam, probablement que ton sommeil est optimal. Puis ça doit être ça qui te permet de couper sur les heures et d'être tout aussi efficace. Ça se peut-tu? Disons que j'ai une meilleure qualité de sommeil, effectivement. Et voilà. J'ai des habitudes d'avant et d'après, avant de me coucher et juste au réveil, qui m'ont permis effectivement d'atteindre un résultat extraordinaire. Tout ça, j'ai posé la question, tout ça pour dire que il ne faut pas prendre pour acquis ou comme une règle générale à tout le monde, comme quoi pour avoir plus d'énergie, il faut avoir plus de sommeil. C'est juste ce point-là que je voulais aborder. Là. Bon point. Peut-être pas plus, mais d'en être conscient de combien tu as besoin, puis après ça, d'être ferme avec le nombre d'heures que toi, personnellement, tu sais que tu as besoin. C'est de ne pas le laisser au hasard. Effectivement. C'est surtout ça. Gilles? Raymond, je pense que tu as mis un bon point. Je pense qu'au-delà du nombre d'heures de sommeil, je pense qu'intervient beaucoup, peut-être même plus, la qualité de ce sommeil-là. Tout à fait. Oui. Comme moi, j'ai de la difficulté. Je me réveille toujours 3-4 fois la nuit. Puis là, j'arrive le matin, puis là, parfois, là, c'est difficile là, de pousser la machine, puis se lever, puis tu sais, moi, c'est la raison pour laquelle je pense qu'effectivement, je suis convaincu que la qualité du sommeil, un sommeil profond, continu, a beaucoup plus d'impact sur notre énergie que peut-être le nombre d'heures. Tu sais.
Une chose que moi, personnellement, j'ai pris conscience seulement il y a quelques années, c'est l'effet, l'utilité de la mélatonine, qui est une hormone qui régularise le sommeil. Mhm. On vit à l'ère de la technologie et la lumière, puis en particulier les écrans, vont venir atteindre, il y a une connexion directe avec ce qu'on appelle la glande pinéale. La glande pinéale est située à l'arrière de la tête et elle est connectée directement au nerf optique. Et cette glande pinéale-là va venir régulariser la mélatonine. La mélatonine, ils en vendent en pharmacie pour ceux qui ont de la difficulté à dormir. Mais on la produit naturellement, cette hormone-là. Alors, si tu coupes les écrans, ce n'est pas juste d'avoir une routine matinale, c'est d'avoir une routine pré-sommeil. Et c'est ça qui fait que tu vas avoir un meilleur sommeil. Donc, tu n'auras peut-être pas besoin d'autant d'heures de sommeil que tu penses avoir de besoin parce que la qualité va primer sur la quantité. Mhm. Il y avait Carl qui avait levé sa main. Oui. Dans le fond, moi, ma question, ça revient sur le point de l'équipe de rêve. Oui. Dans le fond, la décision ou le choix qu'on doit entreprendre pour bâtir une équipe, est-ce que ça serait plus selon l'attitude de l'entourage ou le côté professionnel de l'entourage? Exemple, je veux dire, je m'associe avec un notaire ou un comptable ou quelqu'un qui s'y connaît ou bien quelqu'un qui a plus d'attitude en termes entrepreneurial, genre. Bien, tes questions, Carl, sont bonnes. Moi, je dirais un mélange des deux, mais d'abord et avant tout, avant d'aller là, je dirais, définis toi, c'est quoi ton branding personnel? C'est-à-dire, commence par ton plan à long terme, commence par pourquoi tu fais ça, commence par tes valeurs personnelles. Tu n'es pas obligé, là, plein de gens ne le font pas, sauf que si tu le fais, tu vas te démarquer. Non seulement tu vas te démarquer, mais tu vas te sortir du lot. Puis après ça, quand va venir le temps de constituer ton équipe, tu vas pouvoir poser des bonnes questions. C'est-à-dire que quand tu vas te prendre un café ou tu vas être dans un réseautage avec quelqu'un que potentiellement pourrait être ton partenaire, bien, toi, en te connaissant mieux, bien, tu vas mieux reconnaître les autres, puis tu vas pouvoir poser des questions à ces gens-là pour voir s'il y a un fit ou non. Parfait. C'est beau, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, peut-être. Oui, Gilles. Justement, quand on parle de l'équipe de rêve, pour arriver à former une telle équipe, je me demandais tout le temps, est-ce que ça, pour arriver à trouver des bons coéquipiers qui nous correspondent, est-ce que tu penses que ça part de valeurs profondes, personnelles, pour arriver à matcher avec un coéquipier, puis faire en sorte que ça soit positif, ça fonctionne? Penses-tu que ça part de nos valeurs, puis que la personne, on doit se rejoindre à ce niveau-là? Oui, puis probablement pas se rejoindre à 100 là, sauf que je vais donner un exemple bien personnel. Dans tout ce que je fais, moi, une de mes valeurs personnelles qui est non négociable, c'est la recherche de l'excellence. Il y a des gens avec qui je ne m'entends pas, puis il y a des gens avec qui je m'entends très bien à cause ou grâce à cette valeur-là. Puis même dans mes clients, c'est sûr, là, comme entrepreneur, il y a des moments où on a besoin d'argent, puis on veut payer le loyer, les factures, puis se payer du luxe. Fait qu'on pourrait être tenté à prendre tous les clients qui veulent faire affaire avec toi. Puis quand je suis avec un client que lui, il ne recherche pas l'excellence, ça ne marche pas. À un moment donné, il y a un disconnect, puis on ne s'entend pas bien. Fait que, oui, pour répondre à ta question, Gilles, quand tu as vraiment déterminé, puis ça, c'est un exercice qu'on fait sur plusieurs heures, là, quand tu as déterminé quelles sont tes valeurs personnelles non négociables, ce qu'on appelle les valeurs fondamentales, ça va te donner beaucoup plus de clarté, mais ça va t'aider aussi au niveau des partenariats parce que tu vas attirer les bons partenaires. OK. On va faire un petit sondage. Dans le fond, ce que je voulais vous demander, juste avant d'aller ici, c'est ce qu'on a vu là, les 6 habitudes, lesquelles vous allez travailler. Et vous avez le choix de plus qu'une réponse.
je vais pouvoir partager les résultats. On a 14 personnes qui ont voté. Ça vote encore, vraiment, là. Oui. Bon, on va partager les résultats. Alors, pour beaucoup de gens, majorité, on parle de clarté, ce qui est normal, c'est ce qu'on voit, je ne suis pas surpris. On parle de productivité, ça aussi, je ne suis pas surpris. Puis étonnamment, énergie, puis l'équipe de rêve. En fait, il y a un bon mélange là, au niveau des résultats. Et ce qui m'amène à vous partager une habitude. On avait parlé de 6 habitudes, mais je vais vous en partager une 7e. Vous venez, ceux qui sont de mon âge, là, il y avait des promotions dans les magasins 13 à la douzaine. Là. Ben, oui. Le même principe que 13 à la douzaine, j'ai une habitude bonus pour vous. Puis cette habitude-là s'appelle 3 quarts de réponse va toujours valoir mieux qu'une réponse et demie. Ça, ce que ça veut dire, c'est d'avoir une ouverture pour passer au prochain niveau. J'entendais un coach à un moment donné dire que l'innovation, là, dans le fond, ce n'est pas de faire des choses nouvelles, mais c'est d'arrêter de faire des vieilles choses souvent. Puis pour avoir cette attitude-là, ben, il faut être capable d'avoir cette ouverture d'esprit-là pour être coachable, pour vouloir s'améliorer, pour vouloir passer au prochain niveau. Parce que quand tu as une réponse et demie, c'est parce que tu es déjà rendu. C'est parce que tu penses que tu sais tout puis tu connais tout. Quand tu as cette habitude-là, cette attitude-là, même avec tes clients, avec tes partenaires, 3 quarts de réponse, ça veut dire que tu es tout le temps meilleur avec tes questions qu'avec tes réponses. L'idée, ce n'est pas d'être dans le doute. L'idée, c'est d'avoir cette ouverture-là pour t'améliorer, parce que le succès est un très mauvais maître. Et c'est pour ça que même Raphaël le dit dans ses formations, ben, c'est d'être coachable. Les meilleurs ont des coachs à tous les niveaux. Des gens comme Jacques, mettons, si on prend son exemple, ça fait 25 ans qu'il fait de l'investissement immobilier. Il est déjà libre financièrement parce qu'il passe ses hivers ailleurs dans d'autres pays et il continue à être coaché. Moi-même, je passe 15-20 heures par semaine minimum en moyenne à me former, puis à aller chercher d'autres coachs, puis amener mon art, mon champ d'expertise à un autre niveau. Je sais que vous le faites déjà. Ce matin, on a passé 2 heures ensemble qui, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, qui a passé à la vitesse de l'éclair et qui, ce qu'on a surtout fait, c'est une prise de réflexion. Oui, je vous ai partagé des outils, mais ce qu'on a surtout fait, c'est de vous faire réfléchir sur qu'est-ce que ça prend, quel pourrait être le petit détail, le petit élément qui va faire en sorte que vous allez passer au prochain niveau. Vous allez vous rapprocher un peu plus de vos objectifs. Puis pour ça, ben, vous savez qu'on peut vous aider. Il y a une chose, cependant, que vous allez avoir à négocier avec, c'est votre plus grande compétition. Il y en a qui se disaient, comment je fais pour me démarquer quand on s'est présenté tantôt? J'aimerais être meilleur à mieux closer, j'aimerais me faire voir, bâtir une meilleure équipe, trouver des partenaires, puis ainsi de suite. Et pour ça, vous allez devoir dealer avec votre plus grande compétition, vous-même. Comme entrepreneur et comme investisseur, votre plus grande compétition est dans le miroir quand vous vous levez le matin. Puis le coaching, bien, c'est ça que ça fait. Ce que ça fait, c'est qu'on vous fait voir des choses que vous ne voyez peut-être pas pour justement avoir à négocier, avoir à vaincre cette plus grande compétition-là qui est devant le miroir le matin. Puis souvent, le succès, ça revient à vous enlever de votre propre chemin. Mais pour ça, parfois, on a besoin de mentors, on a besoin de coach, et c'est là qu'il faut peut-être arrêter de vous mentir. On n'a pas vraiment, on a abordé différents sujets ce matin, on n'a pas entré en profondeur dans ce qu'on appelle le mindset, le fameux mindset, le fameux état d'esprit, la saveur du moi en développement personnel. Mais souvent, le mindset, ça revient à prendre conscience de notre discours interne, prendre conscience des histoires qu'on se raconte, et souvent, vous ne voudriez pas être ami avec vous-même parce que vous n'accepteriez pas quelqu'un dans votre entourage qui vous conte des menteries, qui vous conte des mensonges. Puis pourtant, on s'en raconte des histoires nous-mêmes. Puis quand on prend conscience de ça, c'est là qu'on peut commencer à avancer puis se rapprocher beaucoup plus de notre succès puis
avoir ce qu'on recherche tous, le point en commun qu'on a ce matin, la liberté financière. Alors, il est midi. Je vous dis bon succès. Je vous dis à bientôt. Je vais arrêter l'enregistrement puis je vais laisser Raphaël